Bonjour, cet enregistrement a pour objectif de diffuser plus largement le contenu de la conférence Un bug politique qui a été présentée à la 15e édition de la Journée française du test logiciel. Bon visionnage et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un bug que j'ai trouvé il y a quelques temps, un bug qu'on peut trouver un peu partout et qui concerne tout le monde. Je vais d'abord parler du problème, puis de la solution à ce problème. Je vais ensuite parler du problème que pose cette solution et enfin je proposerai une solution pour résoudre le problème posé par la solution au problème. Commençons donc par parler du problème. À ce jour, vous avez déjà certainement eu l'occasion d'interagir avec des IA génératrices d'images comme Midjourney ou DALL-E. Le bug que j'ai trouvé se trouve dans un logiciel de ce type qui produit automatiquement des images à partir d'instructions sous forme de mots-clés. Le principe est simple, on entre une chaîne de caractères et le logiciel génère une image. Ces mots qui composent cette chaîne de caractères veulent dire soit une chose, soit plusieurs choses en fonction du contexte. On va voir ça dans les spécifications. Les spécifications indiquent que certains mots-clés comme H ne génèrent qu'un type d'image, en l'occurrence un chapeau. Pour C, c'est pareil, ça ne génère que des images de chat. En revanche, pour le mot-clé A, c'est plus complexe, il y a 3 possibilités. En effet, le mot-clé A génère tantôt une image de chien, tantôt une image de chat, tantôt une silhouette hybride qui pourrait être aussi bien un chien qu'un chat. Le choix de chacune de ces 3 options dépend du contexte, c'est-à-dire des autres mots-clés qui accompagnent le mot-clé A. Par exemple, le ronronnement est propre au chat, donc avec le mot-clé du ronronnement, les spécifications demandent une image de chat. Même principe pour les mots-clés propres au chien, les spécifications exigent que ce contexte provoque la génération d'une image de chien. En revanche, quand on a un mot-clé ambigu, et rien pour spécifier l'animal plus précisément, les spécifications exigent une image qui puisse représenter aussi bien un chat qu'un chien. Bon, on a vu les spécifications, maintenant lançons les tests. Cette campagne de test vérifie l'image générée pour chacun des 3 cas. Le mot-clé A avec un contexte félin, un contexte canin et un contexte neutre. Et ce qu'on découvre, c'est que le logiciel gère très mal l'ambiguïté du contexte neutre. Dans le doute, au lieu de générer une silhouette mi-chien mi-chat, il produit systématiquement une image de chien. Bon, en réalité, ce bug n'existe pas vraiment et ce dont je viens de vous parler est une métaphore. Le logiciel dont je parle réellement, c'est notre propre système de représentation. Les mots-clés sont certains mots ambigus de la vie courante et le bug se manifeste au quotidien sans qu'on en ait toujours conscience. Ce bug est lié au genre des mots et on va voir précisément de quoi il s'agit. Vous avez sans doute appris comme moi que dans la langue française, le masculin c'est le genre neutre. Effectivement, le genre masculin est réputé polyvalent, avec selon le contexte une fonction masculine spécifique, comme dans Jacques le chirurgien, ou bien une fonction neutre ou générique, comme dans Chaque chirurgien doit mettre sa blouse. À la découverte de cette phrase, Chaque chirurgien doit mettre sa blouse, notre cerveau est censé envisager immédiatement la possibilité que cela concerne aussi bien les chirurgiennes que les chirurgiens. Ça, ce sont les spécifications du langage, celles qu'on a apprises à l'école. Or, quand on lance les tests, à savoir quand on écoute ou qu'on lit des phrases, ce n'est pas ce qui se passe. Il existe un consensus au sein de la recherche neurolinguistique selon lequel le masculin dit neutre, tel qu'il existe dans de nombreuses langues, n'est pas compris comme tel par notre cerveau. L'ambiguïté est mal gérée, et face à une telle forme, nos représentations penchent spontanément vers une représentation masculine plutôt qu'une représentation mixte ou neutre. Un effort supplémentaire est requis pour comprendre véritablement le sens neutre de la phrase, et parfois, en fonction du contexte ou de la personne qui lit la phrase, cet effort n'a même pas lieu. Le sujet est très vaste, il est possible d'en avoir un aperçu grâce au livre Le cerveau pense-t-il au masculin, qui représente une synthèse de ces expériences. Toutes ces expériences permettent de mesurer les impacts de ce bug, c'est-à-dire les défaillances qu'il occasionne. Une de ces défaillances, c'est que les femmes et les filles, qui sont invisibilisées par les textes au masculin supposés neutres, se sentent moins impliquées face à ces formulations. Par exemple, le chercheur Armand Chattard, en 2005, a montré que les jeunes filles se sentaient significativement plus aptes à réaliser plus tard un métier stéréotypiquement masculin si celui-ci était présenté avec une alternative féminine. Par exemple, chirurgien/chirurgienne.
Les expériences présentées dans le livre sont très diverses et toutes convergent vers une même conclusion. Le masculin neutre produit des représentations masculines et ce surplus de représentations masculines produit des effets de bord qui nuisent à l'égalité. Il y a donc un bug dans le langage, nous venons de voir ce que c'est, ainsi qu'un de nombreux exemples de défaillances qui l'occasionnent. Ouvrons donc un rapport de bug et nommons-le interprétation erronée du masculin supposé neutre. Au vu de l'expérience qu'on vient de voir, il semble légitime d'attribuer à ce bug une criticité assez élevée. Et maintenant, illustrons-le avec des exemples du monde du logiciel, car ce bug fleurit véritablement partout dans le monde numérique. Bienvenue dans mon quotidien d'internaute mainstream. En tant que Zoé Tivet, je suis un client. On me demande si je suis nouveau sur le site ou si je suis déjà inscrit, si je suis prêt à me lancer ou si je veux apparaître absent. On me demande d'être vigilant. C'est un constat très simple. Par défaut, en tant qu'internaute, je suis un homme. Cette dissonance n'est pas anodine, cela représente sans aucun doute un problème certainement marketing et à minima d'UX. Et effectivement, ce dont on parle se rattache à l'utilisabilité, l'une des 8 facettes de la qualité logicielle définie par la norme ISO 25010. Une sous-partie de cette facette correspond parfaitement à l'enjeu qui nous occupe, à savoir l'item qu'on traduit en français par intelligibilité. Si un logiciel est intelligible, alors l'ensemble de sa cible est capable de reconnaître qu'il s'adresse bien à elle, qu'il est là pour répondre à leurs besoins. Dans le cas présent, on souhaite que tout être humain, femme, homme ou personne appartenant à une minorité de genre sente que le site les concerne. Au vu des expériences qu'on a évoquées tout à l'heure, cette problématique a évidemment une dimension éthique. Et souvenez-vous, dans le syllabus de niveau fondation de l'ISTQB, la version antérieure à 2018, le syllabus comprenait un code d'éthique, rappelant que nous devons agir en fonction de l'intérêt public. Eh bien là, on est en plein dedans. Une petite remarque malicieuse au passage, c'est que le code d'éthique comprenait 15 occurrences de ce bug, car en effet, il parlait des ingénieurs, des testeurs, des clients, des développeurs. Ce bug est véritablement partout, on baigne dedans, et même en faisant très attention, il est difficile de ne pas utiliser le masculin neutre à minima à l'oral. Pour avoir une idée un petit peu plus quantitative du problème, une recherche GitHub sur l'expression « sûr de vouloir » montre que le masculin neutre est la forme la plus largement utilisée. 68 000 fichiers contre environ 8 000 utilisant une formulation incluant la forme féminine avec une prédominance des parenthèses. C'est un bug qu'on trouve partout. Mais dans le cadre de nos métiers, il y a une solution que nous pouvons conseiller pour ne pas introduire le bug. Préparez-vous, je vais dire un gros mot. Car la solution, c'est bien évidemment l'écriture inclusive. Mais je vous ai dit tout à l'heure que cette solution posait un nouveau problème, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Car le problème principal que pose l'écriture inclusive dans notre cas, c'est que c'est un sujet diablement clivant. On en parlait pas mal il y a quelques années, le sujet s'est un petit peu tassé depuis, mais cette expression d'écriture inclusive reste pour beaucoup synonyme de débats interminables et d'une profonde lassitude. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas tant de donner des arguments pour ou contre, mais simplement de poser ce constat, l'écriture inclusive, c'est clivant. Un autre constat, c'est qu'une entreprise a tout intérêt à dépasser ce clivage et à s'adapter à un maximum de personnes, c'est-à-dire à la fois aux personnes qui chérissent l'écriture inclusive et à celles qui la rejettent, et bien sûr à tout le monde qui se situe entre ces deux opinions. Car s'il y a deux cibles à adresser et qu'on peut les adresser parfaitement toutes les deux à moindre effort, il faut évidemment y aller. En clair, si vous ne le faites pas pour l'aspect éthique, faites-le au moins pour le marketing. Et c'est en ayant tout ça en tête que je vais vous proposer maintenant la solution au problème de la solution. Car en vérité, ce n'est pas tant l'écriture inclusive en elle-même qui est clivante, mais certains de ses procédés, en particulier lorsqu'ils sont utilisés de manière très répétée dans un texte. On va faire un petit tour d'horizon de ces procédés en se penchant sur le cas particulier du pluriel des personnes. À la JFTL, il y avait plein de monde et tout ce beau monde travaillait dans la qualité logicielle. On pourrait donc dire, et ça c'est la forme non inclusive, les testeurs sont nombreux. On pourrait aussi utiliser un doublet complet avec la forme les testeurs et les testeuses sont nombreux. À l'écrit, ce doublet pourrait s'abréger ainsi avec des parenthèses. On pourrait aussi utiliser le très controversé point médian. Et si vous voulez innover, des néologismes peuvent être formés comme les testereuses sont nombreuses.
Il est possible également d'employer une expression épicène, c'est-à-dire véritablement neutre, sans marque de genre. Il y a beaucoup de QA. Ce mot épicène n'est pas encore très connu. Il vient du grec épikoinos, qui signifie posséder en commun. Par exemple, les prénoms Dominique ou Camille sont des prénoms épicènes qui peuvent être donnés aussi bien à des hommes qu'à des femmes. On vient de voir différentes façons d'exprimer exactement la même chose. Le fond n'a pas changé, seule la forme a un peu varié. Pour autant, mon petit doigt me dit que certaines formes ont suscité des émotions peut-être un peu désagréables, de la perplexité, peut-être même de l'agacement. Et pour visualiser cela, j'ai mis au point un énervomètre, un outil artisanal qui mesure au pouce levé le risque d'énervement des personnes à l'utilisation de tel ou tel procédé d'écriture inclusive. J'ai placé les différents items dans l'ordre, du procédé le plus discret au plus militant, et vous voyez que la formulation neutre apparaît tout en bas de l'échelle de l'énervomètre. C'est donc ce procédé que je vous invite à promouvoir pour résoudre le bug dans vos logiciels. Maintenant, tout le défi réside dans la traduction. Comment trouver dans chaque contexte un terme épicène équivalent ou une tournure qui permette de gommer la notion de genre lorsqu'elle n'est pas nécessaire. Je préfère vous spoiler tout de suite, ce n'est pas toujours simple. Mais c'est très souvent possible et ça vaut le coup d'essayer. Rappelez-vous que le jeu en vaut la chandelle, aussi bien d'un point de vue éthique que marketing. La manière la plus simple, c'est d'enlever des mots quand ils ne sont pas indispensables. On entend parfois que l'écriture inclusive alourdit les textes. Dans ce cas-là, on voit bien qu'il n'en est rien. Votre compte a été suspendu est suffisant. Le parcours d'achat tout court est suffisant également. Il est possible également de rechercher des noms équivalents. Utilisateur, par exemple, en fonction du contexte, peut devenir internaute, membre, personne, profil. Il en va de même pour de noms de métiers, il existe beaucoup d'alternatives au terme testeur. Au pluriel notamment, on peut se référer au nom de l'entité à laquelle appartient la personne. Les administrateurs système peuvent être désignés par l'administration système ou l'équipe d'administration système. De même, les développeurs peuvent être remplacés par l'équipe de développement ou les spectateurs, dans le cas d'une conférence, on peut parler du public ou de l'auditoire. Si le contexte le permet, on peut tricher avec des anglicismes comme QA ou PM. On peut tricher également avec des diminutifs comme dev ou admin. On peut utiliser on. À la place de dire quand un utilisateur s'inscrit, on peut dire quand on s'inscrit. La tournure elle-même de la phrase a aussi parfois besoin d'être revue et en général on peut s'en sortir en limitant l'utilisation du verbe être. Avec par exemple, êtes-vous sûr de vouloir annuler la saisie qui peut devenir voulez-vous vraiment annuler la saisie? Ou bien êtes-vous administrateur qui peut devenir avez-vous des droits d'administration? Maintenant, c'est à vous de jouer. Par quoi est-ce que vous pourriez remplacer cette phrase vous n'êtes pas autorisé à accéder à cette page? Une solution possible serait de dire « Vous n'avez pas l'autorisation d'accéder à cette page ». Plus difficile. Comment pourrait-on traduire « Félicitations, vous êtes inscrit » en formulation épicène? 3 réponses possibles au moins. « Félicitations, vous êtes parmi nous, votre inscription a été validée » ou encore « Votre compte est actif ». Maintenant, encore plus difficile, vous avez été déconnecté. Comment traduire cela? Encore une fois, 3 propositions. Votre session a expiré, connexion interrompue ou encore veuillez vous reconnecter. Cet exercice de traduction, j'ai décidé d'en faire un projet GitHub qui liste des formulations courantes et genrées avec des alternatives épicènes. C'est le projet EpicWin. Vous y trouverez un fichier qui se présente comme un petit dictionnaire et que je vous invite à consulter ou même alimenter si vous souhaitez m'envoyer des PR. Vous y trouverez également une liste de procédés de traduction avec notamment ceux que j'ai cités. Voilà, en plus d'avoir des arguments, vous avez maintenant des outils pour corriger le bug. Je vous ai donc parlé du bug et vous avez compris qu'il est absolument partout, dans un nombre incalculable de logiciels, mais aussi dans la vie de tous les jours, jusqu'à nos conversations les plus anodines. Il s'agit d'un bug qui pose à la fois des problèmes éthiques et marketing, et dont les conséquences sont certainement plus importantes que ce qu'on pense. Je vous ai parlé des solutions possibles et de celles que je préconise pour favoriser l'égalité en limitant les risques de polémique. Le rapport de bug est créé, avec sa description, sa criticité et même des pistes de correction. À vous maintenant de le positionner dans votre backlog.